Voici l'interview de Matin Première. Robin Cornet, vous recevez aujourd'hui Colette Brackman, journaliste au soir, spécialiste de l'Afrique centrale. C'est à vous. Bonjour Colette Brackman. Un coup de tonnerre dans le ciel de Kinshasa. C'est ce que disait un tweet hier soir alors que la nouvelle se répandait sur les réseaux sociaux de la disparition de l'opposant historique, figure emblématique de l'opposition à la dictature de Mobutu, mais aussi ancien ministre, et on va revenir sur son parcours de Mobutu, chef de file de l'opposition actuelle au président Kabila. Qu'est-ce qu'il représentait encore aujourd'hui, ce personnage d'Étienne Tshisekedi au Congo ? Il est certainement une figure historique qui appartient à l'histoire du Congo depuis 1960, donc il est le seul qui a traversé toutes les décennies, mais il était encore aujourd'hui un homme de premier plan, surtout par sa capacité à résister, à dire non, par son côté intraitable, et en cela, il inspirait encore les jeunes générations. Il était très populaire encore aujourd'hui, en particulier à Kinshasa, mais peut-être ailleurs aussi. Oui, extrêmement populaire, parce que son nom est connu jusque dans le dernier village du Congo, comme l'homme qui était là en 60, mais aussi qui a osé dire non. C'était le premier qui a osé dire non au président Mobutu, à vaincre la peur de la dictature. Et jusqu'aujourd'hui, c'était un homme courageux et intraitable. Donc il était très populaire dans l'ensemble du pays. Et à Kinshasa, parmi les jeunes, certains jeunes, il faisait l'objet presque d'un culte, parce que c'était un vieux monsieur qui vivait simplement dans sa petite maison de Limete, et qui tranchait par son comportement, son mode de vie, avec le luxe des élites. Il y a eu spontanément un rassemblement dans son quartier de Kinshasa de sympathisants, un peu tendu d'ailleurs d'après les informations qu'on a. Qu'est-ce que vous en savez ? Oui, les jeunes accusent, comme ils font souvent, la communauté internationale. Quand on dit cette communauté internationale, on dit la Belgique, d'avoir entraîné la mort de M. Tshisekedi, qui est décédé à 84 ans, de cause évidemment purement physique. Mais donc il y a toujours l'air du soupçon. Et il faut savoir qu'au Congo, en Afrique, on meurt pas vraiment de mort naturelle. On impute souvent la disparition de personnes connues à des causes externes, des empoisonnements, des malédictions, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce soupçon qui n'est absolument pas fondé, mais qui montre la distance, la rupture entre la communauté internationale et les sentiments de la population, qui ont toujours l'impression qu'on complote quelque part contre eux. Oui, ça c'est sans doute, ça a des racines historiques évidemment, mais la santé d'Étienne Tshisekedi n'était pas excellente depuis longtemps. Hein. Il avait déjà été plusieurs fois suivi à l'hôpital. Certainement. Il avait passé 2 ans en Belgique à littéralement se refaire une santé en Belgique. Et puis il était retourné l'été dernier, au mois d'août. Il était triomphalement, d'ailleurs, il était retourné à Kinshasa alors que on le donnait épuisé, mourant depuis longtemps. Il était rentré en assez bonne forme et il avait pris la tête d'une négociation où, encore une fois, il avait incarné une opposition dure, radicale au compromis politique qui était proposé par les amis du président Kabila. Ouais, on se souvient effectivement de ces images d'un retour entouré de milliers de sympathisants et de manifestants. Il était revenu et il disparaît aussi dans un contexte qui est particulièrement délicat pour l'histoire du Congo. Cette transition, ces négociations qui ont abouti sur le report des élections qui auraient dû avoir lieu au mois de novembre, élections présidentielles, et qui sont reportées à la fin de l'année 2017. Après d'âpres négociations qui ont commencé après le retour de Tshisekedi et l'union, on peut dire, d'une grande partie de l'opposition derrière lui. Et il disparaît alors que cet accord doit encore être mis en œuvre. Oui, c'est un moment crucial parce qu'il aurait dû être le président du comité de suivi de l'application de l'accord. Donc on avait compté sur lui, sur son côté dur, intraitable, sur sa formation de juriste, pour être vigilant, pour être un peu le bâton derrière la porte, si vous voulez, pour obliger tout le monde à respecter les accords. Donc cet élément dur a aujourd'hui disparu à un moment où les accords ne sont pas encore finalisés. Et c'est l'image qui me vient à l'esprit, c'est Moïse. On l'appelle toujours Moïse depuis toujours, mais c'est Moïse qui est au bord de la mer Morte, qui voit la terre promise d'un compromis politique, d'une meilleure démocratie, et puis qui n'y arrive pas. Il était aussi l'homme qui avait pu
unir une grande partie de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que cette opposition se fragmente après la disparition de Tshisekedi? Les unités d'opposition au Congo sont toujours fragiles et éphémères. Il les avait unies, c'était l'opposition, comme on aurait dit autrefois, dite radicale. Sa disparition, oui, risque de fragmenter et de laisser de nouveau les intérêts individuels ou politiciens l'emporter sur le sentiment d'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que ça modifie les rapports, sa disparition modifie les rapports de force entre l'opposition et le pouvoir et le président Kabila? Certainement, parce que la seule personne qui avait la force et la notoriété pour s'opposer au chef de l'État, c'était Étienne Tshisekedi, malgré sa volonté actuelle de compromis. Maintenant, une fois de plus, c'est le président Kabila qui sort gagnant. Il a gagné du temps. Ce qui est à lui est à lui. Ce n'est pas négociable. Il a gagné du temps. Il peut rester en fonction jusqu'aux prochaines élections. Ce qui appartient à l'opposition est négociable et c'est encore en train d'être négocié. Donc il s'est effectivement renforcé. Kabila reste en fonction jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle, c'est pas encore tout à fait précisé d'ailleurs la date, mais aura lieu des élections devrait avoir lieu si tout est prêt. Effectivement. En attendant, l'opposition pourra nommer un Premier ministre. C'est une forme de partage du pouvoir. Cette désignation du Premier ministre, ça reste un des points de blocage de l'accord qui a été négocié fin de l'année. Absolument, parce que les négociateurs au nom du président estiment que le chef de l'État doit pouvoir choisir entre plusieurs noms qui lui seraient soumis par l'opposition. À première vue, ça a du sens parce que il vaut mieux qu'il y ait des atomes crochus, une capacité de travailler ensemble qu'un antagonisme permanent. Mais seulement, ça donne finalement au chef de l'État le dernier mot sur la désignation du Premier ministre. Donc, encore une fois, ça renforce sa position. Alors, parmi les noms qui circulent, il y a notamment le fils d'Étienne Tshisekedi, Félix, mais ce n'est pas le seul nom qui circule. Qui est vraiment l'homme fort maintenant de l'opposition après la disparition de Tshisekedi? L'homme fort, Félix Tshisekedi est un homme il s'appuie sur l'image de son père, mais il n'a pas l'expérience de la politique et du pouvoir, donc il serait soumis, il devrait être entouré certainement de conseillers. L'homme fort, mais il est en exil, c'est l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, mais il est en exil, il n'est pas rentré au pays, il y a un antagonisme majeur actuellement entre lui et le chef de l'État. Il y a beaucoup de politiciens qui sont forts, qualifiés, responsables, mais ils n'ont pas l'aura à l'échelle nationale. Il n'avait pas vraiment préparé sa succession, à la fois au sein de son parti, l'UDPS, et de ce rassemblement de l'opposition, Étienne Tshisekedi? Non, il était comme un arbre, mais qui a pris tout l'air et toute la lumière, et qui a laissé croître autour de lui des arbrisseaux, mais qui n'ont pas grandi suffisamment. Il n'y en a pas un qui peut le remplacer, pas à ce niveau-là en tout cas. Alors il a effectivement traversé toute l'histoire du Congo. C'est un parcours assez étonnant parce qu'il est étudiant au moment de l'indépendance, au moment de l'arrivée au pouvoir de Mobutu, et puis il va très vite devenir l'une des personnalités qui compte dans la politique sous Mobutu, et il sera l'un des ministres de Mobutu d'abord. Oui, il est le premier docteur en droit de l'histoire du Congo. Donc, à l'indépendance, il est le premier juriste. Et donc, il est naturellement invité dans le collège de commissaires auprès de Mobutu après la mort de Lumumba, après le coup d'État donc de Mobutu. Et il est associé à la mort de Lumumba parce qu'il est commissaire en charge de la justice. Et donc, il est compagnon de route de Mobutu jusqu'en 1980. C'est lui qui rédige les statuts du parti unique. Et puis il rompt en 1980 après un massacre dans le Kasaï, et il revendique pour son parti, l'UDPS, le droit d'être le deuxième parti du pays. On n'est pas dans le multipartisme, on est dans la revendication de deux partis politiques qui vont être en compétition. Il rompt en 1980, il aura été l'éternel opposant avec une stratégie qui parfois a déconcerté un petit peu ses partisans. On se demandait s'il allait rester éternellement de l'autre côté de la barrière ou négocier des accords. Il est passé à côté de certaines occasions, vous pensez? Oui, je pense qu'il était plus à l'aise dans l'opposition et ce côté intraitable que dans la construction et le partage du pouvoir et le compromis. C'est ainsi qu'après
la conférence nationale, il a été élu Premier ministre, reconnu par Mobutu, et il avait une chance exceptionnelle de changer les choses. Mais il a préféré encore s'opposer à Mobutu et renoncer à sa charge, qui aurait peut-être changé un peu changé la donne. Mais c'est aussi sa radicalité qui explique sa popularité qui a perduré jusqu'aujourd'hui. Absolument. Dans ce Congo où beaucoup de gens dans la classe politique sont toujours prêts au compromis, lui, c'était l'homme qui avait le courage de dire non et qui a aussi enseigné aux Congolais à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur du pouvoir et à le défier à main nue. Vous l'avez rencontré, vous, plusieurs fois, comme journaliste spécialiste du Congo. Quel souvenir est-ce que vous allez garder de lui ? D'un homme simple qui vivait au fil des années et des décennies, toujours dans la même maison de Limete, d'une façon simple, qui vous recevait dans son petit bureau, et on avait l'impression que les années passaient, mais que lui, sous sa lampe, devant ses livres, était toujours là, immuable, intransigeant, pareil à lui-même, presque une légende vivante, qui était un symbole, mais qui n'évoluait pas beaucoup. Merci Colette Brackmann. Il était resté intraitable. En cela, il inspirait les jeunes Congolais. Étienne Tshisekedi, c'est Moïse au bord de la mer morte. Il voit la terre promise, mais ne l'atteindra pas. Déclaration de Colette Brackmann, journaliste au Soir, spécialiste de l'Afrique centrale, qui était notre invitée ce matin. On va évidemment reparler de cette disparition hier à Bruxelles de ce leader congolais dans votre journal de 8h. À tout à l'heure. Matin Première, 6h-9h.